Donc au-delà des promesses de dématérialisation, l'impact environnemental du numérique ne cesse d'augmenter. On sait que plusieurs études ont démontré qu'il dépasse désormais l'empreinte carbone de l'aviation civile. Alors, pourquoi penser l'impact écologique des projets numériques et comment faire surtout? Comment passer des comportements individuels à des choix technologiques de société? Un numérique sobre et au service de la transition écologique est-il envisageable? Rebonjour Valérie. Vous avez enquêté sur les groupes écologiques sur les réseaux sociaux. Quel rôle peut aussi jouer le numérique finalement pour créer des comportements durables? Quel regard porter sur cette transition tech? J'arrive pas à le dire, mais c'est ça l'idée, je crois. Oui, en fait, avec le terme transition tech, vous faites référence à. On s'est amusé par analogie avec les civic tech, vous savez, ces startups qui essayent d'augmenter notre démocratie en proposant des outils de participation, etc. Donc, on a fait un petit peu l'analogie en se penchant avec mes collègues chercheurs à Orange Labs. On s'est penché sur des startups qui essayaient d'accompagner les individus dans leur propre transition personnelle, leur transition écologique personnelle. Et donc, on a enquêté sur toute une série d'applications, de dispositifs, par exemple l'application 90 jours qui vous permet tous les jours d'avoir une nouvelle suggestion de quelque chose à changer dans votre quotidien. Où on s'est penché aussi sur Clink, par exemple, qui est un outil qui s'installe sur les collectes de verre dans les municipalités et qui récompense les gens en leur donnant des points chaque fois qu'ils vont mettre une bouteille dans le réceptacle à verre, etc., etc. Donc, ce qui est amusant, enfin, ce qui est intéressant, c'est que deux choses, je dirais, qu'on ressort entre autres de ces travaux, c'est que d'une part, le fait qu'aujourd'hui, il y a une espèce de tendance à faire peser la responsabilité de la transition écologique sur les individus. Et donc ça, c'était, à mon avis, un problème en soi, c'est-à-dire qu'on a besoin aujourd'hui, pour que cette transition écologique s'effectue, se déroule vraiment, de jouer sur le triangle individu, acteurs publics, régulation et évidemment les acteurs de l'offre, les entreprises. Donc, il faut se méfier un peu de ce discours qui déplace le centre de gravité de la transition vers l'individu. Pour autant, ça ne veut pas dire que cette manière d'embarquer l'individu dans la transition écologique est inintéressante. Et quand on regarde tous ces petits outils qui sont mis à disposition, ils projettent une espèce de conception du consommateur qui est un homo economicus pas tout à fait rationnel, qui souffre de biais cognitifs et qu'il faudrait ramener dans une forme de rationalité avec ce qu'on appelle le nudge, des coups de coude, des petites incitations, des points, voilà. Et nous, ce qu'on a vu dans nos travaux, en fait, et c'est assez amusant, c'est qu'en réalité, tous ces outils, le son est bon, la ils ne qualité de l'image est vont pas bien, nécessairement toucher des personnes qui sont insensibles à l'écologie, hein, ils ne vont pas convertir des individus à l'écologie. Par contre, cela va les aider à diffuser, à être un peu des relais d'une manière de faire écologique dans leur environnement, de sociabiliser leur envie de transition écologique. On s'est penché plus particulièrement sur un groupe Facebook qui s'appelle EBZD et que le Bio Zéro Déchet, qui rassemble des personnes qui sont déjà en amorce de transition écologique personnelle et qui partagent des conseils, des astuces du genre comment fabriquer ma lessive moi-même ou comment faire des cadeaux de Noël écolos ou comment choisir un opérateur d'énergie alternatif. Et ce qu'on a vu en regardant, en mettant sous notre loupe les propos qui s'échangeaient dans ce groupe, c'est qu'en fait, ces groupes servent d'abord plus que de l'échange d'astuces. Bien sûr, cet échange d'astuces et de trucs est important, mais ils servent aussi aux individus à s'aider les uns les autres face à un environnement qui est parfois incompréhensif, que ce soit un environnement familial, amical, professionnel. Donc, ça les aide à résister et à coller à leurs propres convictions, malgré le fait qu'autour d'eux, il y a encore une large partie de la population qui n'est pas convaincue de la nécessité de cette transition écologique. Et puis, cela les aide aussi, à travers ce qu'on appelle des liens faibles entre inconnus, à, comment dire,
s'entraider dans cette transition écologique. Donc là, c'est intéressant parce qu'on voit qu'un outil aussi banal aujourd'hui qu'un groupe Facebook, il participe, et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, il participe à des nouvelles formes de sociabilité qui aident les individus à se mettre en mouvement collectivement au service, en l'espèce, d'une transition écologique. Merci Valérie pour cet éclairage. Finalement, et ça c'est la deuxième question qu'on voulait vous adresser, connaît-on assez bien l'impact de nos usages numériques du quotidien en matière de numérique? C'est une question du coup plutôt de culture numérique. Finalement, est-ce qu'on est conscient de ce qui se passe? Je dis nous, le grand public. Hein. Vous soulevez un point très important. En fait, on est complètement sous-outillé aujourd'hui dans l'évaluation de l'impact de nos usages. Pour ça, il y a plusieurs raisons. D'abord parce que on commence tout juste à poser les problématiques de la relation entre environnement et numérique. Pourquoi? Parce qu'on sort d'une période assez techno-déterministe où tout le monde nous disait que le numérique allait sauver le monde, résoudre tous nos problèmes depuis les embouteillages en ville jusqu'à la fin dans le monde. Et là, on est rentré dans une période beaucoup plus intéressante, à mon avis, beaucoup plus stimulante, où même dans la Silicon Valley, on commence à prendre en compte ce que les économistes appellent les externalités négatives. Donc, se dire que peut-être le numérique, ce n'est pas que le bien. On sait que le numérique mobilise massivement des réseaux, des serveurs, donc de l'énergie. On sait que ça crée des déchets dont on ne sait pas toujours quoi faire. On sait que l'économie numérique, c'est en partie construite sur un modèle d'obsolescence programmée. Là, je pense au hardware. On sait que l'économie du web, elle s'est construite sur un modèle de monétisation de l'attention, j'en parlais tout à l'heure, qui nous pousse à l'hyperconsommation, etc. Donc aujourd'hui, on a besoin non pas à l'inverse, je ne suis pas en train de dire que le numérique ne peut pas jouer un rôle positif dans une transition écologique, hein, j'en parlais il y a 2 minutes, bien au contraire, il faut qu'on soit capable d'embrasser l'ensemble du paysage des interactions entre numérique et environnement, aussi bien positives que négatives, pour mieux mesurer ce qui peut constituer un levier, au contraire un frein sur le chemin d'une transition écologique. Et pour ça, on a besoin de mesurer ce que produisent nos usages. Et là, comme c'est seulement de façon très très récente qu'on a commencé à se préoccuper de ces questions-là, eh ben, on manque d'outils. On manque d'outils, et en plus, non seulement on manque d'outils parce que la recherche ne s'en est pas vraiment préoccupée jusqu'à il y a peu, mais en plus, cette évaluation des usages est extrêmement complexe. Pourquoi est-ce qu'elle est extrêmement complexe? Parce qu'on a un cycle de vie de nos artefacts numériques qui est long, et qui, je vais prendre 1 ou 2 exemples, je pense que ça sera beaucoup plus parlant qu'un long discours. Si vous prenez un téléphone mobile, il faut prendre en compte le coût de fabrication de toutes ces composantes qui viennent de différentes sources, de différents fabricants, l'acheminement de ces composantes jusqu'au lieu d'assemblage, ensuite l'acheminement du téléphone jusqu'au point de vente, ensuite le fonctionnement lui-même du téléphone, combien d'apps ont été utilisées, à quelle fréquence ces applications sont utilisées, etc. Puis la fin de vie du téléphone, son éventuel recyclage, l'emballage du téléphone, etc., etc. Vous voyez, exemple, calcul du cycle de vie d'un téléphone et de son usage, pas seulement de sa fabrication, de sa production, mais y compris son cycle d'usage, extrêmement compliqué. Si on prend l'exemple d'une vidéo en ligne, mais j'imagine que Sébastien Soriano pourra en parler, regarder une vidéo en ligne, là aussi, l'impact énergétique, évaluer cet impact énergétique est extrêmement compliqué. On sait que l'usage marginal en fin de course chez vous derrière votre vidéo n'est finalement qu'une toute petite partie du coût énergétique par rapport à tout ce que cela nécessite du côté du stockage des films, de leur acheminement dans les réseaux, etc. etc. Merci beaucoup. Merci. Juste la dernière phrase, on a besoin d'investir massivement en recherche, et je sais que l'ARCEP, Sébastien Soriano en parlait, s'y met, on a besoin d'investir massivement en recherche pour mieux évaluer ces impacts de nos usages numériques. Eh bien justement, merci Valérie, on va interroger Sébastien Soriano. Vous nous avez parlé, Valérie, du rôle des utilisateurs du numérique. Mais vous avez aussi souligné que ça ne pouvait pas être suffisant. Et donc, je me tourne vers vous, Sébastien Soriano. Quel rôle peut jouer globalement la puissance publique et plus précisément le régulateur que vous représentez pour veiller à la maîtrise et à la réduction de l'impact écologique du numérique?
pour être honnête, c'est un peu la question à 1000 euros, puisque, si vous voulez, le débat autour de la 5G a fait apparaître une question, savoir est-ce que la technologie peut être bonne ou mauvaise en elle-même. Ça, c'est une question qui est assez nouvelle, en fait, hein, dans le paysage, si vous regardez. Jusqu'à présent, on disait, bon, bah, la technologie, l'enjeu, c'est de la faire aller dans la bonne direction. Maintenant, on commence à dire la technologie est mauvaise. Et le défi, pour nous, c'est de savoir si on est capable de construire une architecture de garantie, en fait, qui permette de faire en sorte que la technologie ne va pas aller dans le mauvais sens. Et je dirais que c'est assez nouveau. Vous avez des objectifs, hein, de neutralisation carbone à l'horizon 2050. Et une des questions premières, c'est de savoir est-ce que le secteur du numérique quelle est la trajectoire, en fait, dans laquelle il doit s'inscrire par rapport à cette ambition, dans la mesure où c'est un secteur qui potentiellement peut créer des externalités positives sur l'environnement. Les exemples sont évidemment légion. Aujourd'hui, on a une visioconférence. Effectivement, ça a un impact environnemental, mais ça a évité des trajets d'avion, etc., etc. Donc le secteur du numérique, la première question qui doit lui être posée, c'est de savoir quelle est la contrainte environnementale qu'on veut lui imposer compte tenu de sa spécificité, du fait qu'il est facteur d'externalité positive. Donc ça, c'est une question qui est à la fois technique et politique. Elle est technique parce qu'aujourd'hui, comme le dit bien Valérie Peugeot, on manque de données, et je dirais on manque encore plus de données sur les externalités que sur l'impact du numérique lui-même. Et donc, il y a un premier enjeu qui est qu'effectivement de pouvoir prendre une décision éclairée sur ce point et de ne pas se scier la branche sur laquelle on est, scier la branche du numérique en tant que facilitateur de la transition écologique. Et puis ensuite, il y aura un choix politique. Je crois que l'expression du président Macron à propos des Amish, bon, on a bien compris que c'était une expression imagée, mais ce qu'elle dit fondamentalement, c'est qu'il y a des choix politiques, il y a des visions du monde, il y a une manière d'appréhender la technologie qui n'est pas froide et objective, mais qui dépend de préférences collectives. Et la préférence collective dépend des choix politiques. Donc, je dirais que ces éléments techniques et politiques, pour moi, ils sont encore devant nous et ils doivent être à construire. Alors ensuite, ça c'est ce qui donnera le cadrage général. Ensuite, il y a la question des instruments qui vont permettre que le secteur du numérique s'inscrive dans ce cadrage qui aura été défini politiquement. Et je rappelle encore une fois, ce cadrage n'a pas été fait. Et dans ces instruments, pour construire ces instruments de réponse, eh bien, effectivement, nous pensons que la régulation peut être une réponse. Et donc, ce que nous pensons aujourd'hui, c'est que on peut créer en quelque sorte un nouveau chapitre de régulation dans lequel le régulateur serait chargé de faire en sorte que le secteur s'inscrive dans une ambition environnementale. Voilà. Et donc, pour définir les outils très précisément, nous avons choisi de co-construire avec les acteurs. Donc, nous avons ouvert une plateforme pour un numérique soutenable. Nous sommes en train de construire des solutions à travers différents ateliers. Et donc, nous publierons des éléments des premiers éléments de réponse sur ce sujet en fin d'année dans un rapport, où donc nous esquisserons des pistes de ce que peut être une régulation environnementale. Alors, un des éléments très importants de tout ça, ça va être la mesure de la responsabilité et de l'impact de chacun des maillons de la chaîne. Et donc, en parallèle de ces travaux, nous avons initié avec l'ADEME un partenariat pour mettre en place une métrologie fine, puisque comme l'a dit encore une fois Valérie Peugeot, on a un manque de données fines sur les différents maillons de la chaîne, entre la partie serveur, la partie applicative, la partie terminaux. Hein. Les terminaux jouent un rôle massif dans l'impact environnemental, et la partie réseau. Et donc, sur la base de cette métrologie, nous pourrons construire l'ambition et ensuite les indicateurs et les processus qui permettront de faire vivre cette ambition. Voilà un petit peu comment est-ce qu'on peut avancer. Merci Sébastien Soriano. Alors on sait du coup que Valérie nous a expliqué qu'il y avait des impacts directs du numérique, mais on sait qu'il peut y avoir aussi des impacts indirects sur d'autres secteurs et le numérique joue un rôle dans l'accélération de flux. Et je voudrais vous interroger, Henri Verdier, justement sur la prise en compte de cette complexité au niveau de l'État et au niveau de l'Europe. Quel levier on peut avoir à ce niveau-là pour limiter l'impact environnemental numérique et prendre en compte tous ces effets directs et indirects?
Je pense qu'il va falloir penser un cadre global de régulation et en particulier, il y a des questions comme l'obsolescence programmée, etc., qui doivent être suivies et régulées. Je voulais juste ajouter un point, même plus en tant qu'ancien DSI. Je suis frappé de ce que la plupart des ingénieurs, dans leur formation d'ingénieur, n'ont eu pas l'ombre d'une sensibilisation aux manières de coder frugales. Et je pense qu'il y a un levier supplémentaire par rapport à ce qui vient d'être dit. Ça fait partie de l'équipement de base de n'importe quel informaticien, de savoir qu'il y a des manières de travailler qui sont consommatrices d'énergie et il y en a qui sont beaucoup plus simples. Au fond, il y a quelques années, on nous bassinait avec la révolution Big Data. Le Big Data, ça consiste juste à travailler comme un sagouin, en fait, à allumer un data center et à passer en force en faisant des millions de calculs pour trouver une aiguille dans une botte de foin. Cette espèce d'imaginaire du numérique selon lequel, justement, on est tellement parti de l'idée qu'on n'avait pas d'impact, qu'on était neutre, qu'on a travaillé comme si on avait un monde infini, non contraint, et comme si on pouvait y aller en force face à tout problème. Moi, j'ai été très frappé parce que dans ma vie, avant, j'ai fait des éco-bilans et j'ai travaillé avec le monde agricole. Dans le monde agricole, on récupère tout. Et les déchets, ils deviennent ensuite des tourteaux pour nourrir le bétail. Et ce qui reste, on en fait de l'engrais. Et tout est optimisé. Le numérique n'est pas optimisé, en fait. Et ça commence dans n'importe quelle école d'ingénieur, dans la formation de chaque développeur. Et de même qu'on fait maintenant de la privacy by design et de la security by design, il faudrait faire de la frugalité by design. Et ça devrait être le savoir commun de n'importe quel ingénieur. Merci beaucoup, Henri Verdier. Et j'espère que le message est passé auprès des acteurs de l'enseignement supérieur pour intégrer cette frugalité dans les cursus et les enseignements.